Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde sur l'entreprise de demain, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, puisque je fais partie d'un collectif qui accompagne les organisations dans leur transformation, leur métamorphose. Donc aujourd'hui, on le sait, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille des organisations, l'enjeu, c'est de réinventer les modèles de l'entreprise de demain. Et pour ça, il y a un modèle qu'on évoque de plus en plus dans le monde de la stratégie des organisations. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'entreprise régénérative. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Parce que c'est un levier formidable pour pouvoir réinventer de nouveaux récits. Donc cette table ronde, elle sera découpée en 2 séquences. On va avoir un premier panel avec 3 représentants que je vais inviter à me rejoindre. Donc, je suis ravie d'accueillir parmi nous France Go. France, je t'en prie. Sarah Dubreuil et Daniela Burla. Merci pour votre présence à tous les 3, à toutes les 3. Alors, avec ce premier panel d'experts, on va évoquer avec ces pionniers et pionnières de l'entreprise régénérative, les enjeux qu'il y a derrière ce sujet-là. Le terme peut sembler un peu barbare, entreprise régénérative, mais en réalité, c'est l'opportunité de déconstruire un certain nombre de récits qui ont été longtemps toxiques et de réinventer un peu un nouveau paradigme. Donc, Franz, alors tu es sociologue, tu es également écrivain et réalisateur. Et j'aimerais justement que tu commences par décentrer un peu ce paradigme et le réinscrire dans les lois du vivant. Bonjour, merci pour cette question qui me permet de terminer ce que je n'ai pas réussi à dire au pitch tout à l'heure. En fait, quand on prend du recul et qu'on se pose la question de quoi on parle quand il s'agit de régénérer. Qu'est-ce qu'on veut régénérer? Ça nous amène très vite sur des questions de philosophie et d'anthropologie sur qu'est-ce qui a de la valeur dans le monde qui nous entoure. Et dans le monde qui nous entoure, l'anthropologie nous apprend qu'il y a 3 façons de prendre soin des êtres vivants. Celle que j'ai évoquée tout à l'heure, l'animisme, consiste à dire que ce sont les êtres vivants individuels qui ont de la valeur. Et donc le fameux poireau qu'on va représenter au comité de direction, par exemple. Une seconde école, qui nous vient plutôt cette fois d'Australie plutôt que d'Amazonie, consiste à dire que ce sont les communautés locales, mais les communautés hybrides, des communautés qui mélangent des humains et des non-humains, des communautés qui forment des familles très territorialisées, et c'est cette famille qu'on cherche à protéger. Et une troisième façon d'appréhender la nature, ce qu'on appelle la nature, si tant est qu'on puisse encore utiliser le terme, c'est de penser en termes de système. Donc c'est le système Terre, ce sont les grands écosystèmes, et c'est quelque chose qui nous vient plutôt des religions orientales, cette approche très systémique, mais qui aujourd'hui est reformulée dans les termes d'une science. C'est de là que viennent par exemple les 9 limites planétaires, on parle du système Terre. Et donc quand on régénère, une entreprise régénérative, que régénère-t-elle? C'est la question, et il est coutume dans notre civilisation de privilégier la 3e approche qui est de parler de grand système Terre. Voilà. Merci Franz. Alors Sarah, tu es chercheur, également entrepreneur. Tu as notamment fondé Circle.earth. Et justement, quand on parle de modèle de transition dans ce nouveau paradigme, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en partant justement de ces fameuses limites planétaires qui est un modèle de transition particulièrement décryptible par les entreprises? Alors je te remercie. Attends, je vais juste essayer de passer quelques images pour illustrer, mais bon, ou pas, c'est pas grave. Et donc effectivement, moi à la base, je viens de travailler 10 ans chez Suez, et donc pour arriver à le type de raisonnement auquel Franz vous familiarisait juste avant, il a fallu un certain chemin, et ce chemin, moi je l'ai fait à travers la réalisation des limites planétaires. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait que l'on parle autant d'économie régénérative. Comme vous le savez, nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires. À partir de là, l'enjeu n'est plus de seulement réduire notre impact négatif, ce qui a été notre focus dans les 30 dernières années,
c'est aussi de régénérer plus que nous ne détruisons. C'est le seul moyen finalement de revenir dans les limites planétaires. Or, et ça France, tu l'as très bien dit, qu'est-ce qui est capable de se régénérer par soi-même? Le vivant. C'est la seule chose qui est capable de recréer en permanence les conditions de vie sur Terre. Si vous cassez un ordinateur, vous allez devoir réextraire des matériaux, de l'énergie pour pouvoir le reproduire. Vous cassez une branche de pommier, la branche va se régénérer par elle-même et va même vous produire des fruits si vous avez de la chance. Et donc, la question de l'économie régénérative, de façon plus macro, c'est comment est-ce qu'on réinsère l'ensemble de notre économie dans les systèmes vivants, ce qu'on appelle aussi des systèmes socio-écologiques. Là, comme vous pouvez le voir sur ce graphe qu'on utilise souvent en économie régénérative, c'est voilà, vous avez toutes les approches comme ça de diminution de notre impact négatif jusqu'au zéro impact économie circulaire, et les approches régénératives qui sont comment est-ce que je me réinsère dans les dynamiques des systèmes vivants. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en fait? Pour vous donner un exemple d'une organisation qui peut incarner d'une certaine façon une approche, je dirais, nette régénérative, je prends l'exemple d'Allage, qui est une société qui est basée au nord de Paris, qui va être régénérative à la fois par sa raison d'être, donc qui va travailler sur réhabiliter les sols du nord de la région parisienne tout en réinsérant les hommes, qui va être régénérative finalement donc, par cette action, donc une activité liée aux solutions fondées sur la nature. On est vraiment dans voilà, comment est-ce qu'on redonne de la vie aux sols locaux par le compostage, par la dépollution, par l'horticulture. Comment est-ce qu'on va avoir une activité de régénération sociale par la réinsertion des personnes, voilà, qui donc va avoir un impact global net régénératif. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on parle là d'une association. Qu'est-ce que ça veut dire pour la majorité de notre économie? Et je pense que c'est bien là tout le propos justement de l'économie régénérative, qui est comment est-ce qu'on ramène donc toute notre économie conventionnelle vers un impact régénératif. Et c'est quelque chose, c'est justement le défi qui nous rassemble, je pense, à aujourd'hui. Pour vous donner deux exemples, Patagonia récemment a travaillé au niveau de sa gouvernance sur le fait de donner l'ensemble de ses actions à une fondation actionnaire centrée sur la régénération de la nature. Donc là, on parle au niveau de la gouvernance. Et un autre exemple qui serait peut-être plus au niveau des chaînes de valeur. Je prendrais l'exemple de la société de cosmétiques Lush, qui a fait un énorme travail sur sa chaîne de valeur, sur le travail avec les populations notamment indigènes, pour pouvoir produire en agroécologie, en permaculture, l'ensemble des composants que Lush va ensuite utiliser pour ses cosmétiques. Voilà, vous aurez ensuite bien des exemples sur place, mais voilà deux exemples plus de grandes sociétés qui vont vers l'économie régénérative. Merci Sarah, c'est très illustratif. Et Daniela, toi tu es directrice développement durable RSE du groupe CETEC et tu es également membre du conseil d'administration du collège de directeurs du développement durable, qu'on appelle aussi le C3D. Et vous, au sein du groupe CETEC, vous avez déjà avancé très concrètement, puisque vous avez renoncé à certaines de vos activités dans la logique que Franz et Sarah viennent de décrire. Tout à fait, Florence. Donc, au niveau de CETEC, qui est en fait une ingénierie française de 3800 personnes, nous sommes organisés dans une quarantaine de filiales à taille humaine, en fait, parce que nous souhaitons garder un lien en interne avec nos collaborateurs très proches et aussi avec nos clients. Nous avons en fait en 2018 lancé un concours interne sur notre avenir et comment est-ce que les collaborateurs allaient se projeter à l'aune de l'année 2030. Et là, tous les dossiers que nous avons reçus étaient autour de la préservation de la planète. Donc ça a créé quand même un certain remous en interne. Et de fait, notre démarche qui s'appelle Ingénieurs et citoyens a pris vraiment naissance. Et cette démarche, elle est organisée autour d'un certain nombre de défis internes et des éco-comportements aussi. Mais au niveau des défis, ce que nous avons mis en place, ce sont un ensemble de travaux, de groupes de travail autour de la décarbonation en fait, de nos activités, que ce soit au niveau de la construction, de la mobilité ou de l'énergie, mais aussi des éléments autour de la préservation des ressources, donc l'économie circulaire et la prise en compte du vivant. Donc on arrive à nos processus de go-no-go. Pour pouvoir être ingénieur et citoyen, nous ne pouvons pas ne pas prendre un certain nombre de décisions. Un processus de go-no-go a été mis en place depuis une bonne année déjà.
En quoi ça consiste ce processus? Nous avons commencé à nous poser des questions sur l'utilité de nos projets pour les communautés locales. Nous nous interrogeons également sur la sensibilité de nos clients sur les sujets environnementaux et sociaux, mais également sur la marge de manœuvre que nous allons avoir dans le projet pour gommer les externalités négatives et augmenter le potentiel positif du projet. C'est pas simple. Une fois qu'on a décidé de ne plus travailler dans l'énergie extractive, enfin dans tout ce qui est fossile, il n'y a pas de réponse noire ou blanche en fait. Nous sommes souvent dans une zone grise et c'est de là en fait que nous avons un certain nombre de débats et que notre conscience collective se crée. Je ne peux pas vous donner des exemples concrets de nos projets que nous avons abandonnés, puis vis-à-vis de nos clients, ce n'est pas aussi facile à les nommer et à en parler. En revanche, ce que nous avons commencé à faire, c'est tout un processus d'amélioration continue qui nous permet d'abandonner au fur et à mesure des projets qui ne sont pas en cohérence avec nos valeurs. Et on espère pouvoir poursuivre dans ce sens-là et avoir vraiment une lignée commune dans le groupe. Merci, c'est un bel exemple de co-construction. Et puis tu parles de conscience collective. C'est une notion, je pense, qui est très importante parce que finalement, quand on parle d'entreprise régénérative, c'est souvent perçu comme un ensemble de contraintes. Or, c'est aussi l'opportunité d'être plus adaptable. C'est aussi l'opportunité de co-construire autrement. Donc voilà, Sarah, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi c'est aussi un levier et des opportunités, notamment pour les activités des entreprises ? Alors, je vais vous partager de nouveau quelques exemples visuels. Donc, sachant qu'on est ici justement en présence de gens qui travaillent sur les narratifs. Donc, quelles sont un peu des pistes, des opportunités aujourd'hui de travailler dans son activité sur des activités régénératives? Un premier exemple, c'est donc régénératif, ça veut dire travailler avec le vivant. Voilà un exemple territorial. Aujourd'hui, ça va être de sortir de logique d'infrastructures qui vont être en béton et d'aller vers plutôt des solutions fondées sur la nature. Là, vous voyez devant vous une zone humide qui va servir à prévenir des risques d'inondation dans des villes, qui fait tout aussi bien office de bassin de rétention par comparaison avec des infrastructures qui pourraient être en béton. On parle aujourd'hui aussi énormément de l'agriculture bio-régénérative, qui est aussi une des grandes approches justement pour réinsérer nos systèmes agricoles dans les fonctionnements des écosystèmes. Un autre exemple de travailler avec et aussi comme le vivant serait au niveau du produit, l'exemple par exemple du biomimétisme. Biomimétisme et le design basé sur les systèmes vivants. Là par exemple vous voyez des moules avec notamment des petites fibres et une colle qui fait que vous n'arrivez pas à les retirer des rochers. Eh bien, des entreprises se sont penchées sur le sujet et ont réussi à reproduire la molécule pour en faire de la colle, pour du bois aggloméré, pour remplacer le formaldéhyde. Voilà typiquement une opportunité de s'inspirer de la nature et d'utiliser des matériaux aussi biosourcés pour pouvoir développer de nouveaux produits en tant qu'entreprise. En haut, vous voyez du papier de déchets à la base qui a été biocalcifié par des bactéries pour créer des matériaux alternatifs au composite. C'est aujourd'hui développé par les Arts Déco à Paris. Et donc voilà en tout cas des exemples sur comment on peut faire de l'innovation produit tout en travaillant avec la nature et en s'inspirant de matériaux naturels. Enfin, je pense qu'à aujourd'hui, un des gros enjeux donc, dans les approches régénératives, ça va être de trouver justement des équilibres au niveau des territoires entre justement solutions liées à la nature et notre monde moderne, technique, extractif. Tu disais, Daniela, aujourd'hui, c'est pas évident de trouver justement ces équilibres et je pense que pour les entreprises, c'est une vraie opportunité aujourd'hui de se positionner justement dans ces débats au niveau de chaque territoire et de contribuer à trouver cet équilibre pour permettre d'être net régénératif au niveau du territoire. Et quand on pense narratif, typiquement le film Kiss the Ground, que vous avez peut-être vu, a énormément, je pense, contribué à populariser le sujet de la régénération des sols. Donc voilà en tout cas quelques exemples. Merci beaucoup et merci d'évoquer la bioinspiration et le biomimétisme parce qu'il y a aussi, au-delà des matériaux et des structures, beaucoup de choses à apprendre dans les modes d'organisation. Et notamment ce qu'on appelle les principes du vivant, qui sont inspirés de la permaculture et d'un certain nombre de philosophies ou de démarches d'insertion et de coopération avec le vivant. Et Daniela, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toi, en plus, tu as le regard ingénierie sur ces sujets-là et vous avez identifié aussi des opportunités. Si tu
peux nous dire? Tout à fait. Pour rebondir ce que disait Sarah précédemment, l'ingénierie a un très grand rôle à jouer et vraiment pour être un acteur intéressant dans la préoccupation de ce principe régénératif. Tout d'abord, nous sommes vraiment très proches des clients, des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre, donc nous pouvons contribuer à re-questionner le projet, déjà l'existence même de projet, donc la non-construction et l'utilisation par exemple des friches industrielles existantes, ne plus artificialiser, donc ne plus détruire le vivant. Ça, c'est une première étape. Mais nous pouvons aussi par notre propre existence, donc proposer des projets circulaires by design ou et les solutions fondées sur la nature, bien évidemment, ça tombe sur le sens. Et aussi, nous pouvons intégrer le principe régénératif dans la séquence que nous utilisons au quotidien, qui est éviter, réduire, compenser. Donc, c'est déjà une très très grande, marge de manœuvre que nous avons pour ce principe. Il n'y a pas que ça en fait. Au niveau du C3D aussi, dans lequel que je représente aujourd'hui en fait, donc nous sommes donc une association de 375 directeurs de développement durable et ce que nous co-créons là dans cette association, c'est un ensemble d'outils pour pouvoir justement les aider à enclencher cette bascule et pouvoir en fait réencastrer leur entreprise dans les limites planétaires. Et c'est extrêmement important à faire. Quand tu parles aussi tout à l'heure d'opportunités, Florence, j'aimerais juste prendre l'exemple de CETEC. Pour moi, ce qui était intéressant, même si nous ne sommes pas encore déclarés en tant que groupe à visée régénératif, mais rien que cette aventure agent citoyen, le fait que nous avons écouté ce que nos collaborateurs nous avaient à dire sur le sujet, ça a été un vrai challenge et aussi ça a créé en fait des relations très vivifiantes en interne. Et c'est un vrai projet de transformation interne que nous co-construisons avec tous les collaborateurs. J'ai pratiquement 10% du groupe qui est investi dans cette bascule en fait, de notre modèle d'affaires. Et c'est super réjouissant et enthousiasmant. Merci Daniela. Et quand on parle justement de co-créer en interne, ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de se dire on co-crée aussi en invitant le vivant au sein de l'organisation. Et là-dessus, Franz, tu as développé une offre qui invite justement le vivant au sein des comités de direction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, quand je suis rentré d'Amazonie, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai vu en librairie beaucoup d'ouvrages sur l'approche technique ou comptable qui est absolument nécessaire pour revaloriser et défendre le vivant, mais j'ai rien vu sur l'approche organisationnelle et gouvernance, c'est-à-dire comment on représente la nature dans une entreprise, comment on la fait parler, comment ses intérêts sont défendus. Et j'en suis arrivé à 3 scénarios qui correspondent aux 3 types d'entités naturelles qu'on souhaite revaloriser, que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ces 3 scénarios, je vais juste m'attarder sur l'un des 3, mais le premier, c'est d'utiliser le dialogue social environnemental. Parce qu'aujourd'hui, le seul pouvoir ou contre-pouvoir formel qui existe dans une entreprise face aux actionnaires, ce sont bien les syndicats. Et donc pour moi, les syndicats ont un rôle à jouer pour défendre le vivant grâce à cette prérogative qui existe, qui est le dialogue social environnemental. Une deuxième opportunité, c'est de penser la nature comme un actionnaire, ou les écosystèmes, ou les fleuves, ou les forêts. Ce qui pour moi est l'autre versant de là où réside le pouvoir. C'est-à-dire que le comité de direction, il est juste nommé, je crois, Daniela, tu me corrigeras, mais enfin, vous servez les intérêts des actionnaires. Et alors, nous sommes indépendants et aussi, donc le groupe appartient aux collaborateurs, donc excellent. Voilà, Bon, ça change un peu la donne, ouais. Nous pouvons faire nos propres choix. Top. Et donc l'actionnariat, pour moi, doit être ouvert aux entités naturelles parce que, en fait, les entités naturelles font non pas des apports en capitaux, mais des apports en nature, en apportant des services. Donc comme le cas Patagonia, il faudrait que la nature soit actionnaire, touche des dividendes, mais mieux que le cas Patagonia, il faudrait que ces entités naturelles disposent d'un pouvoir de vote à l'Assemblée générale. Mais ça, c'est très très ambitieux, c'est une forme de marxisme vert, donc je suis plutôt favorable à ce stade de la compétition à un 3e scénario qui consiste à représenter la nature au comité de direction,
comme l'ont fait certaines entreprises belges, anglo-saxonnes et d'autres, et qui consiste à créer un siège au sein du comité de direction en disant, bien, la voix de la nature s'y exprime, ça pose la question, mais de quoi on parle? Quelle nature vient s'exprimer? Est-ce que ce sont les poireaux? Est-ce que ce sont les limites planétaires? Est-ce que ce sont les fleuves? Enfin, donc, et puis une autre question qui est, qui représente? Parce que c'est bien gentil d'avoir un siège, mais qui vient parler au nom de la nature? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de candidats. Et puis la troisième et dernière question qui est essentielle, c'est quel pouvoir on donne à ces représentants de la nature. Parce que si c'est juste pour faire beau au comité de direction, très bien pour le rapport annuel, mais lui donner un pouvoir à ce représentant, ce serait quand même un peu mieux. Et ça, ce sont des expérimentations qui ne sont pas trop marxistes pour le coup et qui existent déjà dans plein d'entreprises. Merci beaucoup. Et les sujets que tu évoques nous rappellent aussi qu'il est important de reprendre une stratégie du temps long. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres pratiques sur qui ou quoi on fait rentrer au conseil d'administration ou au comité de direction. C'est aussi de réserver une chaise à la 7e génération. C'est-à-dire qu'aucune décision ne doit être prise sans avoir fait parler un représentant fictif de cette génération plus loin. Donc on voit bien que finalement on est dans des sortes d'hybridation, qu'on invite aussi, et puis ça nous amène à évoquer le fait que dans ces modèles-là, on réfléchit, on réagit aussi avec les écosystèmes externes. Donc là, on a beaucoup parlé aussi de la membrane interne des organisations, mais il est aussi beaucoup question de mobiliser les écosystèmes humains, locaux, vivants et non vivants, de mobiliser les collectivités, les acteurs de proximité, les associations. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de co-créer également ensemble et sur des plans plus larges. Et justement, pour parler écosystème, aujourd'hui, de plus en plus, pour s'emparer de ce genre de sujet, il y a des ressources clés, il y a des organismes de formation. Donc voilà, est-ce que par exemple, Sarah, tu pourrais nous en toucher quelques mots? Alors, je rebondirai juste sur ce que vous disiez à l'instant, en termes de, en tout cas, sur ce rapport différent au vivant qu'il peut y avoir justement dans d'autres cultures. Et je dirais que moi, personnellement, ma façon de me former, ça a été beaucoup d'aller travailler avec des personnes, étant plutôt du coup dans cet objectif en Afrique du Sud ou au Brésil. Et je dirais que l'immersion, en tout cas soit dans des cultures plus proches du vivant ou dans des secteurs proches du vivant, à mon avis, est si on peut s'accorder le temps, la meilleure option. Alors, si on ne peut pas s'accorder le temps, effectivement, il y a actuellement un grand nombre de plus de formations, que ce soit en ligne ou par des communautés apprenantes qui se créent, pour en nommer certaines. Donc, vous connaissez sans doute la Convention des entreprises pour le climat, Butterfly de AXA, Lumia, bien sûr, et donc de façon plus large, même à l'étranger, par exemple, pour les personnes qui travaillent dans le design, Centrale Saint-Martins, par exemple, qui est très actif sur le design lié au système vivant. Voilà, un peu de pub, si vous cherchez une bibliographie de sources ou de formations, n'hésitez pas à aller sur ce rapport qui est disponible en ligne en open source que nous avons rédigé pour la BPI avec la chercheuse Valérie Brunel. Merci beaucoup. Et Daniela, tu peux nous parler, puisqu'on est aussi sur les métiers de l'image au sein de ce festival, est-ce que tu peux nous parler notamment des MOOC ? Tout à fait. Le C3D a mis au point, depuis un certain nombre d'années, en fait, un MOOC qui s'appelle « Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise ». Donc, il y avait 4 modules qui existaient et ces 4 modules ont été suivis par plus de 200 000 personnes. Donc, ça nous donne quand même une bonne opportunité pour essaimer le concept régénératif en mettant au point un 5e module qui s'appelle l'entreprise à visée régénérative, que j'ai eu la chance et l'honneur de piloter avec Fabrice Bonifay. Et ce module, en fait, il a été créé avec la participation justement d'un certain nombre d'acteurs du Regen Ecosystem, que je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Et donc notamment des membres de la CEC, de Lumia, d'AXA Climate
Et en fait, et aussi avec l'association pour un réveil écologique qui nous ont aussi accompagnés dans la mise au point de ce module, qui s'organise comment? Nous commençons justement par la mise en perspective des limites planétaires, dans le contexte de dette écologique, et aussi sur l'historique de différentes typologies d'entreprises qui existent, la première entreprise, l'entreprise symbiotique, et nous continuons sur les implications que nous pouvons avoir dans une entreprise à visée régénérative du point de vue humain ou écologique. Et nous finissons ce MOOC avec le volet plutôt transformation de modèle d'affaires et la démarche qu'on imagine, nous, pour pouvoir enclencher cette dynamisme. Vous avez beaucoup de chance aussi d'avoir des témoignages des personnes qui sont très motrices dans ce concept, comme Christophe Saint-Pels, il y a eu Thomas Brezard, donc nous avons Valérie aussi Brunel, Isabelle Delannoy, donc c'est quand même un MOOC qui représente aussi ce que nous sommes en train, enfin l'état de connaissances que nous avons et d'avancement sur le Regen en ce moment. Donc je vous invite, il ne me reste plus qu'à vous inviter à le suivre puisqu'il est très accessible et en ligne en fait déjà, donc ce Coop Academy. Donc. Ainsi qu'à suivre effectivement le Regen écosystème qui réunit, comme tu l'as dit, tous les acteurs actuels de l'univers régénératif. Merci. On voit que tant en termes de format, de contenu que de communauté sur ce sujet-là, ça commence à se construire et c'est très bon signe. Et en termes de narratif, justement, Franz, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel levier tu as utilisé à la fois en tant qu'écrivain et aussi par rapport à ta casquette de réalisateur de documentaire? Zut, la question n'était pas prévue. Mes narratifs, je suis allé les puiser, les pomper chez les peuples premiers. Je ne vais pas dire le contraire, c'est bien là que j'ai trouvé un rapport différent au vivant. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas été naturel. Parce que quand j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, je me suis dirigé vers la philosophie, vers nos librairies de littérature, enfin les bouquins avec une couverture verte. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal je ne comprenais pas bien comment la pensée était structurée, je ne voyais pas... Par exemple, les limites planétaires, je me disais, mais est-ce que c'est la planète qu'on protège ou est-ce que c'est les générations futures? C'est pas la même chose. Et donc, c'est en étant un peu en désarroi face à ce que je trouvais en librairie que je suis arrivé au récit des peuples premiers. Et c'est bien, et la structure du bouquin, c'est ça, c'est-à-dire que je commence par faire un tour d'horizon de la philosophie occidentale. J'en conclus sur le fait, bon, ça marche pas, c'est incohérent, c'est lacunaire. Bon, je suis un peu dur, je suis désolé, mais personne dans les salles n'est visé personnellement. Et donc je pars en excursion anthropologique en Amazonie, en Australie, en Inde, pour mieux comprendre certaines philosophies de la nature. Et sur cette base, j'en reviens à l'entreprise. Donc là, c'est une grande pirouette, un grand exercice de voltige en disant, si on écoute ces indigènes, voilà comment il faut réorganiser l'entreprise. Merci. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur notamment ton activité documentaire? Tu pitchais tout à l'heure. Oui, le premier documentaire consistait à partir à la recherche de la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au bout de 3 mois d'excursion en Amazonie et une dizaine de communautés indigènes animistes essentiellement rencontrées, j'en arrive à la conclusion que la nature n'existe pas. Donc c'était dommage, mais en vrai, je le savais, puisque c'est ce que dit Philippe Descola depuis bien des années, le grand anthropologue de la nature, duquel je m'inspire beaucoup. Et donc l'idée, c'est que maintenant que j'ai compris ça et que j'ai des propositions concrètes, eh bien, j'aimerais bien valoriser effectivement dans un documentaire non seulement ces philosophies des peuples premiers, mais aussi les entreprises qui, telles que Patagonia, telles que Faith in Nature, amorcent une transformation un peu radicale de ce que ça veut dire entreprise. Et moi, il y a un cas que j'aime bien et dont on ne parle jamais, c'est juste pour pimenter un petit peu, c'est le cas du fleuve Wanganui. Alors là, on est encore dans un contexte
anthropologique, on est en Nouvelle-Zélande, c'est un peuple premier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui est arrivé à ce fleuve, il y a un texte juridique qui fait à peu près 60 pages. Texte juridique qui dit quoi? Ce fleuve devient personne juridique, super, c'est ce que je voulais quand je pitchais tout à l'heure. Mais deuxième point plus important, le fleuve récupère la propriété de son corps. Parce que c'est bien gentil de dire Sarah, tu es une personne juridique, mais enfin si ton corps appartient à d'autres personnes, ça ne sert pas à grand chose. Donc le fleuve se possède lui-même, et ce fleuve a la capacité juridiquement de devenir une entreprise. Et ça j'adore, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si le fleuve devient entreprise, nous les humains, nous ne sommes plus possesseurs de ce fleuve, et quand on travaille avec le fleuve, on travaille pour le fleuve. On est subordonné juridiquement au fleuve, et si on génère des actions, des ventes, quoi que ce soit, c'est au bénéfice du fleuve et rien d'autre. Ça, c'est un joli cas, je trouve. Merci beaucoup, Franz. Et dans ce que tu dis, je retiens aussi beaucoup la nécessité de déconstruire les récits pour pouvoir en construire de nouveaux. Donc on évoquera ça également avec le second panel, mais pour moi, c'est un point clé. C'est de réussir à aller à la racine, puisque la radicalité, en réalité, c'est aller à la racine. Et on est vraiment là-dedans. Donc merci, parce que l'anthropologie est un domaine qui est vraiment, vraiment clé dans ces modèles de transition. Et justement, puisqu'on parle de co-créer les nouveaux storytelling, on est aussi dans le sujet d'être conscient de ces interdépendances qui peuvent être fécondes. Et donc c'est l'opportunité d'une coévolution, et notamment une coévolution qui bénéficie à toutes les parties prenantes, notamment le concept de One Health, qui est ce principe que en travaillant à la santé des écosystèmes, on veille aussi à la santé des vivants et des humains notamment. Donc voilà, et justement dans cette opportunité-là, Sarah, par exemple, on a des leviers pour créer une nouvelle école de la narration. Alors, effectivement, par rapport à cela, je pense que moi, ce qui fait que je suis aujourd'hui ici, et ce qui fait que je pense que c'est extrêmement important d'échanger entre personnes plutôt d'un monde ingénieur et du monde des narratifs, parce que je viens plutôt d'un monde entrepreneurial ou capitaliste, pas vraiment de la production vidéo, ça a été justement ce besoin de faire un chemin pour remonter sur les narratifs sur lesquels on base notre société, et comment est-ce qu'on peut ensuite les diffuser de façon plus large. Et donc, en me rendant compte que finalement, dans les entreprises, on travaillait sur des futurs qui étaient des futurs plutôt des futurs probables que des futurs souhaitables. Mais alors, comment est-ce qu'on travaille à partir de futurs souhaitables? La première façon d'y travailler, c'est finalement de pouvoir s'y projeter avec des objets un peu tangibles. Et c'est là que vient le monde des films, de la vidéo, de la narration. Et c'est personnellement ce qui m'a amené à travailler typiquement avec Viarte, Claudia Ferrazzi, qui développe une école de la narration en France, ou aujourd'hui avec des acteurs plutôt du design fiction. Et c'est ce qui me fait croire que vous tous, aujourd'hui, vous avez un rôle stratégique dans la capacité à rendre tangible, justement pour les entreprises, à quoi pourraient ressembler des futurs où on trouverait des équilibres entre la nature, nos mondes techniques. Et je pense que c'est un travail que l'écosystème fait déjà à travers de nombreux films, et voilà, qui va être de plus en plus critique pour permettre ensuite aux entreprises de se projeter, d'embarquer et justement de travailler sur des futurs souhaitables. Merci Sarah. Et au sein de l'Institut, on aime bien distinguer les 4 types de scénarios qui sont pratiqués très régulièrement. Et voilà, donc nous on essaye de s'éloigner du scénario tendanciel qui a tendance à empiler sur ce qui existe déjà ou à étirer des tendances qui existent déjà. On a tendance à essayer de s'éloigner du scénario rupturiste, puisque finalement, ok, on crée de nouveaux modèles, mais est-ce qu'ils sont souhaitables? C'est loin d'être le cas, et notamment on l'a vu avec des nouveaux phénomènes comme l'ubérisation par exemple. Et on a aussi tout simplement envie de s'éloigner de ce qu'on appelle les scénarios noirs, qui sont très invalidants et très incapacitants, et qui pour nous ne portent pas d'élan. Donc comme tu le dis, Sarah, hein, pour nous, réellement créer ces scénarios souhaitables, et notamment par le biais, par le médium de l'image, c'est quelque chose de très très puissant, et on le voit, hein, nous, au sein des entreprises qu'on accompagne, c'est vraiment générateur d'action et d'élan.
Merci. Et Daniela, puisqu'on parle d'élan et d'action, tu avais un appel à faire, puisqu'on parle de co-création. Tout à fait. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Regen Ecosystem, en fait. Donc, c'est comment dire, un ensemble d'acteurs qui se sont réunis, un écosystème justement, dans l'Institut de Futur Suétable en fait partie, mais également Sarah ici présente et l'entreprise symbiotique, la Convention des entreprises pour le climat, il y a aussi la Permaya entreprise, l'Open Land, je ne peux pas vraiment nommer tout le monde, il y a aussi AXA Climate, bien évidemment. Dans lesquels en fait nous essayons de créer un certain nombre de communs qui seront en fait disponibles pour tout le monde pour aider justement à cette transformation des modèles d'entreprise. Et dans le cadre de cet écosystème, donc le Regen Ecosystem, donc je vous invite déjà à nous suivre sur les réseaux puisque nous diffusons des newsletters régulièrement et aussi tout ce qui ressort de notre travail commun. Et aussi, nous allons en mettre en place un certain nombre d'ateliers de co-création justement et de compréhension en fait des points de blocage. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas en fait effectivement à enclencher ces transformations en profondeur? Et donc le Regen Ecosystem, dont bien évidemment le C3T en fait partie, est une très belle opportunité pour tout le monde pour pouvoir agir tous ensemble. Merci Daniela. Et Frantz, dans cette logique de créer ces futurs souhaitables, tu évoquais les peuples premiers. Comment s'assurer qu'on intègre aussi la sagesse de ces peuples premiers comme une référence pour construire ces futurs souhaitables? Ça, c'est difficile comme question. Il faut déjà la comprendre, l'appréhender, cette sagesse. Il ne faut pas non plus la romancer. C'est-à-dire que j'ai visité beaucoup de communautés ici ou ailleurs, de peuples premiers qui font pas forcément du bon travail, entre guillemets, qui tout en étant animistes et tout en considérant que l'arbre est une personne, vont allègrement l'abattre, non pas pour une caisse de médicaments, mais pour une caisse d'aguardiente, qui est l'alcool local. Donc il faut pas... Moi, ce que je retiens quand même, quelle que soit la philosophie de la nature de ces peuples, c'est que globalement, plus les approches sont systémiques, et moins les résultats sont bons. Désolé de dire ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que plus on pense dans des grands systèmes, alors que ce soit un système scientifique ou écologique, mais aussi un système spirituel, je pense au retour chez nous de croyances autour de la Pachamama, de Gaïa, de la Terre-Mère. En fait, ce sont des systèmes tellement gigantesques que ces systèmes nous dépassent, qu'on a le sentiment qu'il est difficile d'avoir un contrôle ou un impact sur ces systèmes. Et puis surtout, ils sont tellement puissants, ces systèmes, ce sont des grandes machines qu'on a l'impression d'être impuissants. Et donc du coup, la deuxième partie de ma réponse, tu la devines, c'est que là où au fond on a les meilleurs résultats écologiques, des territoires en bonne santé œuvrant à des systèmes en bonne santé, mais des territoires d'abord en bonne santé, eh bien, c'est en Amazonie, c'est en Australie, là où l'homme moderne n'a pas fait trop de dégâts, c'est dans certaines régions boréales. Et ce qu'on trouve, ce sont des philosophies de la nature qui ne sont pas systémiques. Et c'est les deux premières que je présentais tout à l'heure. C'est une sagesse, pour reprendre le terme que tu emploies, c'est une sagesse qui en fait consiste à respecter ce qui est là, maintenant, en face de moi. Donc ce là maintenant en face de moi, c'est respecter l'arbre parce que c'est éventuellement une personne, mais c'est aussi respecter la communauté locale hybride, d'humains et de non-humains, parce qu'on considère que c'est une famille. Et je crois que tout à chacun, on essaye de respecter et soigner sa famille. Mais tu vois, ce sont des choses très locales qui sont dans l'affect presque, qui sont dans la relation. Et ça, c'est ce que j'ai retenu. Mais je ne veux pas en faire une loi générale. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, et on l'évoquera un peu avec le second panel également, mais il y a cette notion effectivement de l'aller-retour, de la connexion entre soi et ce qu'on a en face. Et après, je pense que c'est l'occasion de repenser la systémie
comme quelque chose justement de très organique et de très réactif. On a tendance à penser les systèmes comme un cadre rigide avec des arborescences, des interconnexions, quelque chose de très figé. Or, si on s'inspire du vivant, on voit que les modèles, c'est plutôt la capillarité. Dans les arbres, le mycélium, les nutriments, les échanges de nutriments. Donc on est je pense, à un stade où on a la capacité à repenser et à revoir aussi le narratif autour de ce qu'est un système, et notamment cette notion d'imbrication. Et on salue certains des camarades de la Butterfly School qui sont dans la salle, mais cette notion d'imbrication des systèmes est très précieuse parce qu'elle nous permet justement de faire ces allers-retours entre la connexion directe de ce qui est là présent et en même temps de ne pas oublier ce qui est plus large par capillarité et ce qui évolue de façon très organique. Voilà. Merci. J'ai une dernière question qu'on aime bien poser, mais de façon très spontanée au sein de la communauté de l'Institut. C'est une question qu'on appelle le CQFD. Et donc nous, ce n'est pas ce qu'il fallait démontrer, c'est ce qu'il faudrait développer. Donc en une phrase, pour vous, justement pour aller sur ces nouveaux récits et pour permettre à l'approche régénérative de vraiment rentrer dans les organisations et dans la société, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait passer à l'échelle? Qu'est-ce qu'il faudrait développer? En une phrase. Je me lance du coup. Je pense que le travail collaboratif est essentiel. Donc, il faut que chaque acteur prenne conscience de sa place justement dans cet écosystème, dans ce que disait Franz tout à l'heure, et il faut y aller. Merci. Et je poursuivrai effectivement en disant effectivement être capable de savoir travailler en communauté apprenante, y compris en tant qu'entreprise, qui est à mon avis pour moi le moyen de faire du changement systémique tout en restant concret. Et le Regen écosystème est une tentative. Moi, sans surprise, je dirais donner une voix à la nature dans nos organisations, parce que sinon, on va continuer de la traiter comme une chose, comme une ressource, et on ne va jamais s'en sortir. Merci. Et ce que je retiens justement dans vos réponses à toutes les trois, c'est aussi quelque chose qui envoie aux 3 conditions de résilience dans les écosystèmes naturels, et tel que le formule notamment Emmanuel Delannoy. Ces 3 conditions, c'est la diversité, puisque plus de diversité égale plus de solutions à portée de main, pour reprendre cette notion de là, sur place, maintenant. C'est la capacité d'autonomie ou d'auto-organisation, et donc on revient à ce que vous évoquiez toutes les deux. Et puis tout ça nous mène à la condition qui est l'adaptabilité, et les nouveaux récits, et notamment mise en image, pour nous, sont vraiment porteurs de ces graines-là. Donc voilà, ça nous permet justement de transitionner vers le second panel, puisqu'on est sur le rôle clé des récits. Et on évoquait des partenariats avec le vivant. Et notamment, je pense que plus que partenariat, on peut rentrer dans des modèles symbiotiques, notamment portés par des personnes depuis un moment, comme Isabelle Delannoy. Oui, Justement, Isabelle, en ce moment, elle est en train de travailler avec l'AFNOR pour la sortie d'une spécification AFNOR sur l'entreprise régénérative, sur laquelle nous, on s'est tradé, et au Regen Écosystème, on va beaucoup s'appuyer également. Donc, j'en profite pour donner cette bonne nouvelle. Il va sortir au mois de septembre. Donc. Excellente nouvelle. Donc, un levier de plus pour s'approprier le sujet. Merci, un grand merci à vous 3. Et j'invite la régie à lancer une partie du teaser de France, que je vous invite à découvrir. Merci. Porque la sociedad no ama la tierra, no ama a las plantas. Los pueblos originarios, yo creo que son los únicos que adoran la naturaleza y la cuidamos. Para nuestro pueblo, para nuestro origen Jarambos, nosotros somos tal iguales que los árboles, que las plantas, que los animales. Estamos en esa lucha constante nosotros, siempre haciendo respetar nuestros derechos como indígenas, siempre luchando a grandes
proyectos extractivistas que vienen de otros gobiernos en turno. Nadie entra por entrar al monte, mato y ya me extraigo. No es así, ¿no? Nuestra convivencia con la naturaleza es diferente, es diálogo. Siempre tienes que pedir permiso, porque esa planta llora al igual que cuando tú tienes tu hijo, tú le das un chicotazo, digamos, un palazo, y sangra y llora. Entonces el mismo dolor siente, solo que las plantas no hablan. Yo por ser indígena, no por vivir en el parque me voy a privar, por ejemplo, de comer un pescado, de comer un mono. Yo soy indígena y me he criado comiendo un mono, pues tengo que comer porque es mi derecho como indígena. Es mi derecho deforestar un pequeño espacio para mi cultivo, para mi agricultura, pero siempre cuidando, respetando el medio ambiente y pensando en la futura generación. Bienvenue à nouveau parmi nous. J'ai le plaisir pour ce second panel d'accueillir Marguerite Laborde. Bienvenue Marguerite. Thomas Parouti et Valérie Zoïdo. Un grand merci à vous d'être parmi nous et de partager vos expertises et surtout vos expériences, puisque on se trouve en compagnie de deux représentants de la Convention des entreprises pour le climat, qu'on appelle aussi la CEC, et notamment dans le cadre de son nouveau parcours sur les nouveaux imaginaires. Donc Marguerite qui pilote et Thomas qui est membre de la première cohorte. Donc on va mettre en rôle la notion clé des récits pour que l'entreprise et la société dans son ensemble passent de l'économie extractive à l'économie régénérative et même rentrent plutôt dans cette relation symbiotique qu'on évoquait il y a quelques minutes avec le vivant. Donc on débute cette session anglais cas pratique avec Marguerite et Thomas. Et puis Valérie, on aura le plaisir de t'entendre puisque en plus d'être en lien avec la CEC Nouveaux Imaginaires, tu es également à l'initiative d'une assemblée citoyenne pour les nouveaux imaginaires. Donc on aura le plaisir de t'entendre. Alors Marguerite, tu es directrice globale de Mustela, mais tu es également pilote du nouveau programme de la CEC Nouveaux Imaginaires. Donc avec cette double casquette, est-ce que déjà tu peux commencer par expliquer ce que c'est un parcours type de la CEC et en quoi ce nouveau parcours est original? Absolument. Alors, la Convention des entreprises pour le climat, donc CEC, c'est une association d'intérêt général, mais c'est aussi et avant tout un collectif d'individus engagés pour accélérer la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Donc, comment ça se passe? En fait, ce sont des parcours organisés pour des dirigeants qui durent à peu près 10 mois, 6 sessions de 2 jours, dans lesquelles on va les former et les transformer dans cette approche de l'économie régénérative, avec des apports d'experts vraiment à chaque fois de plus haut niveau sur ces sujets-là, mais aussi des sessions en plus petits groupes d'intelligence collective dans lesquelles ils vont travailler. Et avec pour objectif d'aboutir à la fin du parcours sur une feuille de route de redirection pour chacune de ces organisations, mais aussi des livrables collectifs et de la coopération. Donc il y a eu une première convention des entreprises pour le climat en 2021-2022 au niveau national avec plein d'entreprises représentantes de l'économie française au global, à laquelle justement on a participé avec Mustela, mon entreprise. Donc moi ça m'a permis de voir l'impact en fait de ce parcours sur les dirigeants et aussi donc sur l'organisation derrière, puisqu'on a depuis une feuille de route à visée régénérative ambitieuse qu'on met en place depuis le parcours au quotidien. Et moi, ça m'a donné envie de m'engager en tant que bénévole dans cette association. Et donc, je contribue effectivement au parcours Nouveaux Imaginaires. Alors, le parcours Nouveaux Imaginaires, il est spécifique au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Déjà, donc, suite au premier parcours dont j'ai parlé, la Convention, elle s'est développée en parcours territoriaux, dans l'idée de mailler géographiquement et de créer de la coopération territoriale. Mais on a aussi des parcours thématiques qui sont nés en ayant l'idée qu'il y a certains métiers, il y a certaines verticales sectorielles sur lesquelles, si on arrive à les faire shifter et
et à les engager dans la transformation, sur lesquels on va avoir un impact, un effet de levier sur le reste de l'économie qui est énorme. Donc on a la CEC Finance, la CEC Conseil qui sont nées, et donc notre CEC Nouveaux Imaginaires sur laquelle on travaille avec l'équipe depuis quelques temps, avec ce constat en fait de comment est née l'idée de ce parcours CEC Nouveaux Imaginaires, c'est de se dire aujourd'hui dans la société, dans l'économie, le constat en fait des limites planétaires, il est partagé, il est de plus en plus connu, même si on sait qu'il y a aussi beaucoup de climato-scepticisme, il est quand même de plus en plus partagé. Mais en revanche, on ne passe pas à l'action collectivement. Pourquoi ? Parce que pour passer à l'action, on a besoin de récits dans lesquels on a envie de se projeter, de récits positifs qui donnent envie. En fait, l'envie, c'est quand même le premier levier pour passer à l'action. Or, aujourd'hui, on manque de ces récits. Et donc, on avait envie de sortir de ce triangle de l'inaction. Triangle de l'inaction qui est aujourd'hui le fait que tous les acteurs se renvoient la faute les uns sur les autres, avec les politiques qui vont dire que c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Les entreprises... Attends, je prends un verre d'eau. Les entreprises qui, elles, vont... parfois dire, en fait, le grand public, et ça je pense Valérie reviendra là-dessus, n'est pas prêt en fait à entendre certains discours. Et puis le grand public qui lui se dit, en fait, c'est aux politiques et aux entreprises d'avancer. Donc pour sortir de ça, on pense qu'on a besoin vraiment de récits porteurs. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, ça fonctionne pas. En tout cas, les récits dominants, il en existe des récits positifs, mais en tout cas, les récits dominants fonctionnent pas, puisque aujourd'hui, en termes de fiction, ce qu'on nous propose pour se projeter dans le futur, c'est quand même majoritairement des dystopies ou des récits alarmistes. À côté de ça, on va avoir de la publicité qui va entretenir le problème en nourrissant des imaginaires de réussite par l'accumulation et la possession, et en entretenant finalement la société de consommation qui est aussi à l'origine du problème. Donc on s'est dit, nous, on va réunir dans un parcours CEC un écosystème qui est clé en fait dans la construction des récits, avec des créateurs, diffuseurs, producteurs et financeurs de récits. Donc dans notre parcours, puisque aujourd'hui ces récits, c'est la fiction, la publicité et l'information, c'est majoritairement les récits qui sont aujourd'hui dans nos sociétés et qui nourrissent nos imaginaires. Donc dans le parcours, on a réuni 62 entreprises avec des agences, dont Thomas est le représentant aujourd'hui, des producteurs de contenu, donc ça peut être des Netflix, des Combini, des médias, des organisations culturelles, mais aussi des marques. Donc avec tout cet écosystème, on a l'intention, notre intention, c'est vraiment de les faire repenser en profondeur les récits qu'ils contribuent à créer et à diffuser, mais aussi les modèles d'affaires qui les sous-tendent, parce que le lien entre récit et modèle d'affaires, il est super important, l'un ne va pas sans l'autre, et dans l'optique de vraiment créer les conditions de l'accélération de la bascule vers l'économie régénérative. Et justement, comment vous avez réussi à rassembler des acteurs aussi divers ? Eh ben, on avait déjà l'intention d'avoir vraiment cet équilibre du panel, d'avoir vraiment tous ces représentants-là. Donc on a veillé à recruter des personnes des dirigeants qui représentent tout cet écosystème, notamment parce que notre intention, c'est de les faire travailler en tant que chaîne de valeur en tant que telle. C'est-à-dire que dans la salle, on a à la fois des créateurs, mais aussi des donneurs d'ordre, des financeurs. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils sont tous responsables ensemble et tous invités à agir collectivement et ensemble, et on veut créer cette coopération. Et donc pour les recruter, c'est comme dans tous les autres parcours de la CEC, on fait appel à des pionniers, à des early birds qui sont déjà convaincus de la nécessité, et puis derrière ça nous aide à en embarquer d'autres. Et puis on pense aussi que c'était quand même le bon moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sujet des récits, il trouve un écho quand même au sein de tout cet écosystème de créateurs et de diffuseurs de récits, et donc on a senti aussi dans le recrutement que c'était le bon moment pour proposer ça. Ouais, donc une convergence féconde. Et vous avez réalisé un kick-off, oui, avec un certain nombre d'objectifs, j'imagine.
Ouais, on a fait un kick-off et on a même fait déjà la première session du parcours. On va aller vers la deuxième session avec vraiment la volonté de poser l'intention et le constat déjà, de revenir dessus, même si ce constat est partagé, encore une fois, mettre vraiment le creuser en profondeur, comprendre le lien aussi émotionnel qu'on peut avoir avec, c'est ça aussi qui fait passer à l'action. Donc on a posé ça lors de la première session. Et puis après, on va se mettre vraiment au travail tous ensemble et collectivement, parce que notre idée, c'est qu'il y ait des feuilles de route individuelles, mais aussi un livrable collectif qui peut prendre la forme d'engagement commun à tous ces participants. Ce sera à eux de le décider, hein, mais ça peut être des objectifs de moyens, ça peut être un plaidoyer, voilà, ça peut être plein de différentes choses, ce sera à eux de s'en saisir. Mais en tout cas, on va laisser la place pour ce travail d'intelligence collective en se disant que l'intention, ça va être vraiment de déjà aussi travailler sur la déconstruction de ces récits dominants de fiction qui nous proposent aujourd'hui beaucoup d'imaginaire, de bunkérisation, de clusterisation de la société, pour sortir de ça, de ces récits de publicité qui aujourd'hui sont sur des ressorts qui sont finalement des stéréotypes et des modes de vie qui ne sont pas soutenables, des stéréotypes de consommation immédiate, toujours plus vite, toujours plus rapide, toujours plus puissant en termes de technologie, toujours plus loin en termes de voyage. Et puis aussi des récits en termes d'information qui sont parfois en termes de forme pas forcément véhiculés de la bonne façon. Quand on parle aujourd'hui d'un 30 degrés au mois d'avril dans les médias, souvent c'est une super opportunité d'aller se baigner, mais en fait c'est pas ça, c'est une cause et des conséquences par rapport à nos enjeux planétaires qu'il faut arriver à mettre en valeur, et donc on va aussi travailler là-dessus, tout en se disant que c'est justement avec cet écosystème de créatifs qu'on réunit qu'on est persuadé qu'il y a un vrai levier. Pour nous, notre conviction, c'est que c'est la créativité qui va nous aider à sortir de ça, en utilisant tous les leviers, y compris l'humour, et en parlant à tout le monde. Et pour ça, on a besoin justement de tous les leviers et d'une pluralité de récits. On ne voudrait pas tomber dans l'écueil de il y a un bon récit et un mauvais récit, en fait. Et justement, tu le dis, hein, l'enjeu, c'est déjà de sortir du paradigme actuel des nouveaux récits. Est-ce que tu sens que ça commence à être entendu auprès des producteurs, auprès des diffuseurs? Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une réceptivité, ou voire une curiosité, ou peut-être même une faim parfois vis-à-vis de cette approche-là? Déjà, je pense que le fait d'avoir réuni ces 120 dirigeants pour travailler dessus, c'est une première réponse. Oui, il y a un écho. Après, l'essentiel maintenant, c'est aussi le passage à l'action, et c'est vraiment toute la méthodologie qu'on met en place pour sortir de ce triangle de l'inaction. Et il y a un écho, mais et ça fait vraiment partie de la méthodologie de la Convention des entreprises pour le climat. On se dit que ça passera par aussi une transformation intérieure, une prise de conscience plus intime aussi des enjeux, et c'est ça qui met en mouvement et qui met en action, et on travaille là-dessus, et aussi sur la coopération et le lien créé entre les participants, et ça c'est vraiment un mot-clé pour nous. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de métier, merci Marguerite, Thomas, toi tu es fondateur de Mieux, agence conseil en communication RSE, et tu œuvres à changer ce paradigme, mais tu œuvres aussi à changer la forme du message. Est-ce que tu peux développer? Alors, tout à l'heure, Marguerite a parlé d'humour. Alors, c'est un groupe d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, qui se baladent et qui voient que la Terre... Alors, c'est pas du tout dans les réponses qui étaient prévues, hein, et qui voient que la Terre est complètement cramée, les océans sont pleins de plastique, il n'y a plus de poissons, les forêts ont brûlé et tout. Et donc, ils se baladent, et il n'y a pas d'humains, ils cherchent, et à un moment, ils tombent sur 4-5 humains. Et les 4-5 humains, face aux extraterrestres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin du monde, dérèglement climatique, tout est foutu. Mais vous saviez pourtant. Ouais, on a lu les rapports du GIEC, de l'IPBES, enfin on était au courant de tout, on faisait partie du C3D et tout. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? On a fait des conférences à Deauville. Voilà. Donc pour répondre à ta question maintenant, je pense que il y a une première étape qui est de se changer soi-même. C'est-à-dire que, en fait, tout à l'heure, Daniela, ma copine de Veste, disait « les ingénieurs vont nous sauver ». On est tous d'accord aussi pour dire qu'il va falloir... Alors, les ingénieurs vont trouver des solutions, mais qu'il faut raconter des nouvelles histoires. L'Homo sapiens, depuis toujours, se raconte des histoires.
Et c'est certainement peut-être ce qui le différencie des plantes, des animaux, etc. On a besoin de se raconter des histoires. On a inventé ou pas des religions. Les artistes nous ont raconté des histoires. Picasso, Juliette Armanet, enfin des gens comme ça. Et donc, on a toujours besoin de se raconter des nouvelles histoires. Sauf que les histoires qu'on se raconte depuis maintenant, on va dire l'après-guerre, nous ont fait basculer dans une société de consommation. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais aller faire du shopping, tu as besoin de quelque chose? Non, mais je vais trouver quelque chose à acheter. Et on accumule et on juge les deux personnes que je croise dans la rue. L'un est habillé avec un costard fabuleux, il descend d'un SUV et il a des fringues fabuleuses. Et une autre personne a une voiture un peu pourrie, n'a pas de sac à Hermès, ce qui est quand même dommage. Et du coup, on va juger le bonheur de ces deux personnes. Voilà, donc toute la communication qu'on a produite, que ce soit les médias, les agences, les marques, les films, Hollywood, etc., nous poussent à consommer. Donc en fait, il faut qu'on se change soi-même. C'est pour ça que la CEC nous permet, notamment avec la première session, de revivre intensément la compréhension des enjeux climatiques et pourquoi notamment la com, la propagande, cette notion de progrès, tout ça, en fait, nous a balancé dans un gros problème. Et donc du coup, une fois qu'on s'est un peu changé, il faut aussi changer la façon de communiquer. Et notamment les formats, évidemment, en font partie. Ici, il y a beaucoup de monde qui raconte des belles histoires. Aujourd'hui, la communication, c'est quand même, je fais une pub télé, je fais une pub dans la presse, je raconte un truc sur mon site internet, sur 2-3 trucs sur Insta, etc. Et en fait, c'est un peu toujours pareil, tout le monde communique de la même façon. Et on s'aperçoit que si on change le fond et la forme, on va raconter de nouvelles histoires. Donc par exemple, les documentaires sont une approche hyper intéressante pour raconter ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie. Il y a quelques années, il y a Cézanne, qui est une marque de mode féminine, qui avait fait un docu sur du champ de coton jusqu'à la fin de vie du produit. On prend le temps, en 26 minutes, de raconter tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu évoques à la fois la nécessité de changer d'indicateur, donc de revoir le référentiel, mais aussi de revoir la lecture. On revient au temps long aussi à cette expression. Et justement, dans cette nouvelle lecture et dans cette nouvelle façon de faire, vers quoi on projette les gens, notamment une notion qui t'est chère d'utopie humaine? En fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la consommation qui va nous rendre heureux. Et quand on écoute les philosophes, les sociologues, les ethnos, etc., tout le monde, ou les gens en train de mourir sur leur lit, en fait, ils nous racontent tous la même chose, c'est la qualité des liens. Donc ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut sortir d'une société de biens pour aller vers une société de liens. Et c'est évidemment l'amour, l'amitié, l'intensité des relations et des moments que je vais vivre avec les gens les plus proches de moi qui va me rendre heureux, et c'est pas tellement la couleur de la veste que je porte, même si elle est un petit peu bizarre. Donc globalement, on doit réinventer ça. Alors après, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que sur l'amour, il n'y a pas de business model. C'est gratuit, ça se partage en plus, et ça se partage gratuitement. Donc il va falloir trouver une façon de raconter ces nouvelles histoires pour les marques, en se disant je vais parler d'amour et je vais avoir du ROI. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que de pointer du doigt les stéréotypes anciens, de montrer par exemple ce que fait la publicité depuis quelques années, des nouvelles formes d'amour, des nouveaux couples, en fait ça fonctionne. Par exemple, il y a une pub de Jules que j'aime beaucoup qui casse un peu les stéréotypes sur la représentation de la masculinité dans la publicité, qui est hyper étonnante. Et la bonne nouvelle derrière ça, en fait, c'est que Jules, avec cette pub, est apparu dans le champ de vision de plein de gens qui s'intéressent à la cause des femmes et au féminisme. Donc c'est ce qu'on appellerait une disruption créative, mais du coup, en fait, ça fait gagner de la visibilité, de la notoriété, des points d'image, etc. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir des nouveaux récits, ne serait-ce que parce qu'ils sont nouveaux et qu'on va contester une situation ou une société avec laquelle on est à peu près tous d'accord qu'il faut
la critiquer, à part 32% des Français peut-être. Donc peut-être une petite prise de risque, mais qui apparemment paye de plus en plus, si je t'entends bien. Bien sûr, et toutes les entreprises qui ont pris des risques, tout à l'heure tu parlais de radicalité. Un élément de radicalité, et d'ailleurs Marguerite pourra en parler très bien, c'est les renoncements. J'arrête de vendre un produit. Hein. Il y a le fameux Patagonia, et donc maintenant il y a Mustela The New Patagonia, mais j'arrête de vendre... Et Cetec, et Biocop qui arrête de vendre des bouteilles d'eau, qui perd 3% de clients et qui gagne 15% de clients. Donc il y a plein de gens qui sont allés chez Biocop parce qu'ils vendaient plus un produit. Moi je suis petit-fils de commerçant, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette règle. Donc il faut, à partir de ça, avoir des nouveaux discours sortis des cases établies et des formats aussi. Je parlais par exemple de documentaires, et je regarde une personne qui a présenté un documentaire aux Awards. C'est une façon de raconter. Il y a aussi des nouveaux formats, des podcasts. Et après, je crois aussi qu'il faut que les marques, ou en tout cas les gens de bonne volonté et ces nouveaux récits, on s'incruste partout, à la télévision, dans la culture. Moi, je suis à la fois déçu de voir que le monde de la culture a quand même pas produit grand-chose sur ces sujets-là depuis 30 ans. Et en même temps, ça y est, il y a une mobilisation du monde de la culture. Et on a absolument besoin d'eux, parce que c'est eux qui vont procurer ces émotions qui vont nous faire changer. Donc, il faut qu'on s'incruste dans des fictions. Nous, en ce moment, on est en train de bosser avec des scénaristes d'une série quotidienne pour parler d'un sujet de nos clients. Il faut qu'on s'incruste partout, parce que si on laisse la place et la parole à des influenceurs marseillais de Dubaï, franchement, on est tous mal barrés. Et comment s'incruster, justement ? Il y a des gens intelligents partout, heureusement, dans toutes les grandes boîtes de prod, dans les collectifs d'artistes. Il y a un collectif d'artistes, nous, qu'on aime bien, avec lequel on travaille chez Mieux, mais qui est aussi très proche de la CEC, qui s'appelle Le Bruit qui court. Et c'est 150 artistes. En fait, ce sont des artivistes, donc des artistes activistes. Ce sont majoritairement des jeunes, et notamment une des cofondatrices. Moi, je l'avais rencontrée il y a quelques années. Elle m'a dit, moi, je suis consultante freelance à mi-temps et activiste à mi-temps. Et voilà, c'est des gens qui proposent des performances, comme on a pu en vivre à la CEC, qui sont venus nous faire vivre des moments extraordinaires. Et la CEC, sur les 2 premiers jours, c'est vraiment la descente du U. Et moi, j'y suis allé en mode, je vais être émotif aujourd'hui. Je pleure très facilement, et j'ai pleuré 5-6 fois le premier jour. Mais il y avait des artistes, il y avait un pianiste, il y avait un mec qui fait à la fois du cirque, de l'humour, qui s'appuyait sur les dessins d'une autre artiste. Et on a vécu des émotions dingues. Les sujets RSE, moi ça fait 20 ans que je bosse dessus, donc le dérèglement climatique je connais. Je suis né pendant la première COP, qui était la conférence des Nations Unies à Stockholm en 1972. Donc c'est un sujet qui fait partie de ma vie. Et là j'ai vécu des émotions dingues et qui me donnent encore plus envie d'aller vers de la radicalité, et parce que la radicalité est positive aussi pour les marques, les entreprises et pour les histoires qu'on doit raconter. Merci. Donc effectivement, on a les infos, mis à part les derniers sceptiques qui restent. Et donc là, pour toi, l'enjeu, c'est d'aller dans la création d'émotions, de qualité de vie, de relations, et notamment en invitant les arts pluriels. Et moi, je trouve que c'est un très très beau projet. Donc merci. Et Valérie, justement, toi, tu es artiste à multiples casquettes, notamment réalisatrice, productrice, et au sein de la CEC, pour faire le lien, tu connais Thomas et Marguerite, puisque tu es notamment au cœur du comité des rêves. Je trouve ça très beau. Tu étais là au kick-off de la première cohorte. Et donc, tu apportes à de nombreux écosystèmes humains et artistiques tes expériences multiples. Et aujourd'hui, nous, on aimerait t'entendre témoigner sur cette initiative que tu as prise de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Est-ce que tu peux nous évoquer de quoi c'est parti et quel est le principe derrière ? Alors, je l'ai un petit peu déjà raconté tout à l'heure à la session de pitch, mais effectivement, l'Assemblée citoyenne des imaginaires fait suite à une enquête qui a duré 1 an, financée par l'ADEME il y a quelques années, où justement on s'interrogeait pourquoi on ne passe pas à l'échelle
donc sur nos sujets, alors que, comme tu évoquais le rapport Meadows de 1900, enfin la date de 1972 avec le rapport Meadows, ça fait quand même des années qu'on sait qu'on va droit dans le mur. Il y a eu des documentaires qui nous ont quand même éclairé là-dessus. Nos enfants nous accuseront, le documentaire d'Al Gore, enfin bref, il y a eu plein de choses et on ne passe toujours pas à l'échelle. Il n'y a pas de culture populaire en fait de la société post-carbone. Il n'y a pas de culture populaire d'une société compatible avec le vivant. Pourquoi ? Parce que déjà le storytelling vert en fait ne plaît pas beaucoup, dans le sens où il est culpabilisant, pas toujours très fun, pas toujours très glamour. Bref, tout ça on a déjà fait. Tous ces constats, on en parle depuis des années au Deauville Green Awards notamment, mais la question était de savoir mais pourquoi dans le milieu de la culture ça n'est pas ça n'est pas plus légion quoi. Finalement, quand on regarde nos fictions ou les séries télé et le cinéma, on nous montre une société qui est un peu hors sol. C'est comme si on ne vivait pas sur la même planète quoi. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de nouveaux métiers. Enfin voilà, tout est pareil quoi, toujours autant de séries autour des flics. Voilà, on nous montre une société où finalement les métiers ne sont absolument pas régénératifs, ils sont absolument pas innovants. On est toujours dans une société de flics et voyous quelque part. Et donc la question était de se poser la question de ce fameux trio de l'inaction, mais qu'il y a aussi dans notre industrie. Il y a de bons projets dans les tiroirs, mais ils restent dans les tiroirs. Les diffuseurs pensent que il n'y a pas de bons projets, en revanche. En même temps, ils ont de fausses croyances sur ce que veut le public. Les producteurs ont de fausses croyances sur ce que veulent les diffuseurs. Bref, c'est un énorme triangle racinien, personne ne se comprend et on n'avance pas. Donc voilà, on a voulu, avec l'Assemblée, se dire, vous savez quoi, puisque vous avez de fausses croyances sur ce que veut le public, et qu'à cela ne tienne, on va aller les voir et puis on va leur demander ce qu'ils veulent vraiment. En gros, on va vous rejoindre là où vous êtes, on va faire une énorme étude de marché sur les récits et le potentiel de succès de nouveaux récits. Donc on a interrogé les citoyens, on a eu 50 000 contributions. Voilà, sur quelle est votre compréhension des enjeux contemporains, quelles sont les émotions qui vous mettent en mouvement, dans quel héros vous aimeriez vous projeter, et voilà, quelles valeurs vous avez envie de porter au monde. Donc ce qui a été intéressant, c'est que, et c'est ce que je racontais au kick-off de la CEC Nouveaux Imaginaires, c'est que, en tout cas, les citoyens me demandent à corps et à cri, oui, racontez-nous une société qui remet en cause, qui remet en question le capitalisme, une société, alors là j'enfonce une porte ouverte, mais effectivement qui raconte l'écologie, et avec des héros qui sont beaucoup plus féminins, qui répondent à des questions métaphysiques, des questions spirituelles. Tu parlais de la quête de sens, finalement, comment... C'est quoi une société où, en fait, dans le fond, on ne fait pas que consommer, mais on se remplit autrement? Qu'est-ce que je nourris qu'est-ce que je peux nourrir à l'intérieur de moi, en fait, qui n'est pas toujours dans une fuite en avant, comme tu l'évoquais, Marguerite. Et donc voilà, donc, fort de ces constats, on a eu donc la possibilité d'être un peu légion face à cette industrie qui, on ne va pas se mentir, est pour le coup extrêmement capitaliste. Et c'est pour ça que c'est hyper important que vous les formiez, vous, CEC, des Nouveaux Imaginaires, parce que voilà, ce sont ceux qui conditionnent la culture. Et en même temps, voilà, il y a un petit mariage entre l'industrie, le monde du pouvoir, etc. Et c'est un rôle tellement clé parce qu'ils sont créateurs culturels et ils ne veulent pas forcément scier en tant qu'élite la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir aussi des codes industriels en disant non, mais vous inquiétez pas, il y a une industrie, il y a un marché. Et travaillons ensemble, quoi. Et tu parlais notamment du levier de la formation, par exemple. Je sais que tu aimes bien évoquer la formation des scénaristes, celui du financement, de l'export, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces leviers ? Comme c'est forcément une industrie, donc oui, c'est-à-dire qu'à la fois l'industrie a besoin d'être assurée sur le fait que ça va être des récits bankable, donc ça c'est fait, on sait que ça peut plaire. Donc. Ensuite, de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de financement pour financer cette innovation, des formations auprès des scénaristes. La plupart des scénaristes, finalement, les formations auxquelles ils ont accès,
c'est auprès de l'armée et de la police. C'est pour ça que vous trouvez quand même pas mal de récits sur police imprégnés de Thanatos, imprégnés de récits guerriers, mais on ne forme pas les scénaristes, les créateurs culturels à la pensée complexe, à la pensée symbiotique, aux nouveaux métiers, parce qu'on parle quand même de l'entreprise de demain. Donc, aux sensibles aussi, puisque Thomas évoquait Jules qui a cartonné. Oui, on les forme pas à la paix. Et en fait, vous voyez, nous, les formations de scénaristes qu'on donne, et aussi les scénaristes qu'on a embarqués en résidence d'écriture avec l'Assemblée citoyenne des imaginaires, il y a toute une question autour de qui écrit quand j'écris. Est-ce que je prends en otage le public de mes propres peurs, de mes cauchemars le film qui a été primé au Festival de Cannes il y a 2 ans, Titane, mais c'est un film qui est, ça n'engage que moi, je parle en mon nom, mais qui est absolument épouvantable. Pourquoi on impose cette vision de la société aux spectateurs, quoi? C'est quand même un film où à Cannes, les gens sortaient, il y a eu des malaises, il y a même des gens qui vomissent. c'est un enfer, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, proposer des récits et donc un monde, quand même, revenons au sujet qui est l'entreprise de demain, avec d'autres métiers, d'autres business models. Sortons de ces imaginaires qu'on nous a colonisés pendant les années 80, les années Reagan, les années Thatcher, la dérégulation des marchés financiers. Moi, je cite toujours cet exemple, mais c'est vrai que Dallas, qui nous a quand même qui a forgé cette culture, Dallas, ton univers impitoyable, le pays du dollar et du pétrole, mon revolver et mon idole. Vous voyez, les paroles du générique déjà, et on adore, et ça nous est marré. Les récits de Aaron Spelling, donc les séries Melrose Place, Beverly Hills, moi, fille des années 80, j'ai été abreuvée de ces séries-là. Les gens qui réussissent dans ces séries, les métiers qui sont montrés, l'entreprise qui est montrée, c'est des publicitaires. Ce sont des publicitaires. Ce sont des gens qui ont des valeurs autour de la compétition, autour du cynisme. En général, les gentils, ce sont des faibles. Ceux qui sont forts, ce sont des personnes qui sont dans la compétition. On n'a absolument aucune valeur symbiotique, puisque encore une fois, c'est le message de cette table ronde, aucune valeur qui est inspirée du vivant, qui est la coopération, la bienveillance, la synergie, la biodiversité. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'amour n'est pas un business model, et c'est ça qui n'est pas montré dans les récits de demain. L'amour est le nouveau business model. Attention, mesdames et messieurs, des slides avec le business plan sur les 5 prochaines années. Investissez dans l'amour. C'est un business model, et c'est ça le nouveau récit. Pourquoi ? Parce qu'on ne compte pas ce qui compte, et on ne montre pas une comptabilité qui prenne en compte effectivement l'environnement, le social et l'économique, parce que ça va ensemble. Et justement, tu parlais de modèles de coopération. Il y a aussi qu'on ne montre pas ce qui marche, c'est-à-dire qu'il y a un livre que j'aime beaucoup, un ouvrage qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui déconstruit cette expression, et qui déconstruit en fait cette pensée collective que la loi de la jungle, c'est la compétition, c'est la loi du plus fort. Alors qu'en réalité, au sein des écosystèmes vivants, les modèles qui sont le plus récompensés sont les modèles coopératifs. Donc on en revient en termes de récit à montrer en fait, quand on coopère, ça marche. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton discours, Valérie, c'est que on bascule vers finalement la nécessité de redéfinir un nouveau contrat social. Finalement, en toile de fond, le vrai enjeu, c'est ça. Et justement, il nous reste 2 minutes tout pile, j'aimerais vous poser la même question qu'au panel précédent. En une seule phrase, ou même mieux en un mot, pour vous, donc le fameux CQFD, mais version ce qu'il faudrait développer, ce qu'il faudrait passer à l'échelle pour justement accomplir tout ce qu'on vient d'évoquer tous les 4, toutes les 4. Marguerite ? Alors, au-delà de la coopération, on l'a bien dit, moi je pense que c'est réintégrer la valeur du temps long dans toutes nos actions. Qui sort complètement des logiques héroïstes de la plupart des entreprises et aussi des créateurs et diffuseurs de contenu. Et dans le temps long, c'est la valeur de l'expérimentation, se tromper, apprendre et dedans coopérer. Mais voilà, remettre ça vraiment au cœur de nos actions en fait, plutôt que l'urgence, et prendre le temps dans l'urgence du coup. Merci. Thomas, je t'en prie.
on peut donner 2 réponses. Moi, je voulais dire les rêves et l'apéro. L'apéro, c'est le premier centre d'intérêt des Français. C'est la création du lien. Voilà, donc apéro VG, sans alcool, etc. Mais voilà. Et les rêves, parce que aujourd'hui, quand on interroge les gens, et qu'on leur dit comment sera la société dans 10 ans, il y a 32% ou 40% qui votent pour l'extrême droite. Donc je pense qu'il est grand temps d'arrêter la gendarmerie à Palavas le 15 août pour proposer des alternatives positives et des utopies heureuses. Merci Valérie. Déjà, je plus sois à ce qui vient d'être dit. Non, pour moi, pour terminer justement, c'est vrai que l'amour, mais sans galvauder ce terme, parce que c'est quand même un mot qui est assez sacré, mais effectivement est un énorme territoire d'exploration qui vaut pour l'entreprise. Donc voilà, et comment on forme aux nouvelles abondances. Et l'amour est en soi une nouvelle abondance et donc un nouveau business model. Likez-vous les uns les autres. Voilà, non, mais c'est le miracle de la multiplication des pains, en fait. Oui, et j'entends aussi en filigrane, dans vos 3 réponses, ressort aussi le levier de l'humour. La société a besoin aussi de légèreté. C'est dur ce qu'on va devoir traverser ensemble. Et l'humour est un levier incroyable, vous l'évoquiez chacune, et c'est une des clés de ce monde de demain pour aussi s'aimer les uns les unes les autres, mais aussi aimer ce monde qui nous attend. Donc je vous remercie, je vais vous demander de rester sur scène, mais un grand merci pour vos 3 expériences et vos 3 points de vue très sensibles partagés. Et je vais inviter aussi les camarades du premier panel à rester dans les parages. Est-ce que dans l'audience, il y a une ou des questions pour nos experts et nos expertes? Oui? Il y a un micro qui va... Voilà, merci. Merci Thomas. Quel saut. Oui, bonjour. Merci, parce qu'en fait, j'en parlais avec Jonathan, justement, et je voulais rebondir notamment sur ce que Marguerite a évoqué, qui est de l'ordre de l'intime. Et pour accompagner des dizaines d'entrepreneurs engagés, et pour en avoir discuté aussi hier avec des intervenants qui étaient là, il y a un vrai sujet sur l'incarnation de tous ces jolis mots qu'on partage, qui, si on ne l'incarne pas et si on ne va pas retourner nos terres intérieures, ça ne marchera pas. On aura juste habillé d'une jolie couleur la même chose. C'est du long terme. Des fois, je me dis, je mets une goutte d'eau et on ne va pas y arriver. Mais bon, je continue à garder espoir, sinon voilà. Mais c'est un vrai sujet de fond parce que on met des énoncés de mission, on met plein de trucs super chouettes, on réfléchit tous ensemble, mais si on ne retourne pas nos terres intérieures, vraiment j'insiste, on va dans le mur, et tout ce qui est l'accompagnement à l'entrepreneuriat, même à impact, on reste encore sur la performance, et la performance, ça fait des burn-out, et ça fait des burn-out à grande échelle, intérieure et puis planétaire, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que pour moi c'est un énorme chantier, mais c'est les fondements, les fondations de ce changement, de ces nouveaux récits, etc. C'est vraiment aller chercher dans nos tripes, oser les regarder et en parler ensemble, quoi. Voilà, merci beaucoup Marguerite d'avoir évoqué ça. Non, mais merci de rebondir, mais je pense que une entreprise, c'est quand même avant tout des liens et des hommes, quoi, donc faut le rappeler. Merci, et justement, j'en profite pour rappeler qu'il y a un atelier cet après-midi auquel je vous invite à vous inscrire à l'accueil. Et justement, merci d'avoir soulevé cette remarque, parce que vous évoquez en fait l'impérieuse nécessité d'être dans l'authentique quand on entame ces démarches-là. Et justement, l'atelier Entreprendre pour le vivant que propose l'Institut et Pixelis cet après-midi est designé pour ça, pour ouvrir le dialogue au sein des organisations, mais vraiment un dialogue authentique qui prend les gens qui partent avec les gens là où ils en sont, qui recueillent leur sensibilité, leur point de vue aussi, et qui n'essayent pas de faire rentrer au chausse-pied dans une démarche, mais au contraire déjà juste d'ouvrir la communication, le dialogue, et voir où leurs élans les portent aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est authentique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'accueil. Merci en tout cas. Est-ce que... oui. Bonjour.
Merci pour ces interventions. Pareil, je travaille moi plus dans la création de contenu pour des entrepreneurs. Et la question que j'ai aujourd'hui, qui est un mélange d'interrogation et de constat, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'écologie comme dans un entre-soi. On a tendance beaucoup à se parler à soi-même en fait et à s'auto-écouter aussi et à être un peu élitiste aussi dans l'écologie. Donc aujourd'hui, c'est notamment en termes de communication. Comment est-ce qu'on arrive, selon vous, à sortir de cet entre-soi pour, entre guillemets, utiliser les codes d'un public qui n'est pas du tout sensibilisé pour l'amener petit à petit sur un terrain qu'il ne souhaite pas avoir ou qui est trop éloigné de ses problématiques actuelles? Merci. Thomas, peut-être? Et Valérie, je te vois aussi. Nous, justement, on fait de la pédagogie clandestine. C'est-à-dire qu'on arrête de parler d'écologie. Ça n'est plus une fin en soi. On veut avant tout raconter des histoires. Et donc, on respecte les codes du storytelling. Et l'idée, c'est de distiller cette nouvelle conscience dans la psychologie des personnages, dans les éléments de décor et dans les enjeux narratifs. Et donc, voilà, parce que sinon, on ne peut pas déjà faire boire un âne qui n'a pas soif. Et donc, de vouloir être à nouveau on force, on est dans la volonté, etc. De toute façon, l'autre le sent. Et ça n'est pas souhaitable. Donc voilà, on n'est pas dans l'imposition. Merci Thomas. Le mot de la fin. La semaine dernière, par exemple, on a enregistré des podcasts pour PhotoWeb, qui est une entreprise qui a fait la CEC, qui s'est fait retourner le cerveau, comme toutes les entreprises qui font la CEC. Et donc c'est des histoires, des contes pour enfants. Parce que le job de PhotoWeb, c'est de vous permettre d'avoir des super bons souvenirs. Et donc il y a des contes pour enfants et les personnages, il y a une intrigue dans ce conte, mais il s'avère qu'à un moment, ils ramassent des déchets dans la forêt, ils boivent dans une gourde, enfin voilà, c'est un peu ce que tu racontes, on glisse des comportements qui devraient être normaux tout le temps. Voilà. Après, je ne suis pas totalement d'accord avec le constat. Je crois que les sujets environnementaux, tout le monde en a conscience. Il y a un déni très important d'une partie de la population qui n'a pas intérêt à ce que ça change. Aujourd'hui, et on l'a vu notamment sur le kick-off de la CEC, il y a Banlieue Climat, par exemple, qui fait beaucoup d'efforts parce qu'en fait, le dérèglement climatique, la pollution, les particules fines, le problème d'efficacité énergétique touche en premier les personnes qui sont dans les banlieues. Et donc, pour connaître plein de gens qui vivent en ruralité, dans les petits villages un peu partout, ils ont totalement conscience et ils ne nous ont pas attendus pour faire de la permaculture. Ok. Donc ça se diffuse partout. Après, c'est clair qu'il y a un rôle des médias de continuer à infuser ça tout le temps. Enfin, le monde de la culture, des marques et tout. Et c'est pour ça que cette CEC existe. C'est pour qu'il y ait un vrai cap de passer avec les 62 entreprises présentes, avec des Netflix, des Combini, des My Little Paris, des France Télé, des M6, des TF1, etc. Plus plein d'agences qui ont des super beaux clients. Voilà. Et donc, je pense que cette CEC va marquer une étape importante dans l'histoire enfin, en tout cas, dans la façon dont on raconte les histoires en France. Merci, pas dans Thomas. l'histoire de l'homme. Dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup. Et juste, j'ajoute un point, mais sur ce sujet, je vous invite à regarder les travaux de Parlons Climat, parce que c'est très éclairant sur ce sujet-là. Oui, et j'en profite. Merci à vous trois et à nos trois précédents panélistes. Et je trouve qu'on est sur une belle conclusion, puisqu'on parlait d'innovation. Là, en multimétier, multidisciplinaire artistique, on a l'occasion d'innover, et notamment en réécoutant nos audiences. Et cette occasion d'innover, pour y arriver, il va falloir continuer à fédérer. Donc, merci à chacun, chacune aussi qui était là aujourd'hui parmi nos experts et expertes, parce que vous œuvrez au quotidien à ça. Merci à l'audience qui nous a suivis à distance. Et un grand merci au festival de permettre de poser ces sujets féconds sur la table. Merci à tous et à toutes. Merci. Oui, alors j'en profite pour vous proposer d'aller sur la terrasse du réfectoire où vous avez